messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. Le gouvernement reprend du service ce mercredi autour du chef de l'État. De retour dans long périple qu'il a mené au Kenya, en Chine et au Pakistan, tous les ministres pour le premier conseil après quelques semaines de vacances. Lecture du communiqué dans ce journal. La semaine nationale de l'alphabétisation a démarré ce jeudi. Cérémonie officielle à Fatick autour de plusieurs problématiques. Quelle est donc la place de ce sous-secteur et le rôle qu'il peut jouer dans le développement de l'économie nationale? Quelles sont les contraintes? C'est le dossier du jour à suivre dans cette édition. Plus de 2 millions d'emplois, un poids important dans le développement de notre pays, 50% du produit intérieur brut, porteur de croissance. Le secteur informel est encore à la loupe ce soir dans la rubrique économie du jeudi. Couleur du Sénégal, la série va vous faire frissonner ce soir. Direction Toubacouta, dans la réserve de Fatala, au cœur du parc du delta du Saloum, pour marcher en compagnie des lions. Attention à ne pas paniquer et prémunissez-vous de bâtons. C'est la traversée la plus populaire du Sénégal. Au bout, une île mémoire avec ses belles couleurs et un passé douloureux que symbolise sa maison des esclaves, Gorée, où l'un des endroits les plus visités au monde vous rouvre ses portes. Gorée, patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout cela dans couleur du Sénégal. Le président de la République est de retour à Dakar. Il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre et plusieurs personnalités. Le chef de l'État revient d'un long périple qu'il a mené au Kenya pour la TICAD 6, en Chine pour le sommet du G20 et au Pakistan pour une visite officielle. Le président Macky Sall, que vous voyez sur ces images, a été donc reçu par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les autorités militaires et civiles. Dernier acte de son séjour au Pakistan, le chef de l'État a planté un arbre dans un site historique spécialement réservé à de tels actes. La pratique est courante chez les chefs d'État en visite dans ce pays. Le président de la République souhaite que son geste symbolise l'amitié entre le Sénégal et le Pakistan. Envoyé spécial Oumar Nying. Chakar Parion, c'est le nom du site. À Islamabad, c'est un passage obligé, du moins pour les chefs d'État en déplacement au Pakistan. La pratique veut qu'ils y plantent un arbre. À la fin de son séjour, le président Macky Sall vient donc sacrifier au rituel. Le nom de son arbre est Cheer Pine, une plante très prisée dans la zone. L'acte que pose le chef de l'État est éminemment important pour le peuple pakistanais, car le site est représentatif de l'histoire du pays. Par la plume, le président Macky Sall a souhaité que son geste symbolise l'amitié, la fraternité et la coopération entre le Pakistan et le Sénégal. Les actes posés le long de la visite laissent entrevoir un avenir prometteur. L'Afrique doit être représentée dans tous les organes de prise de décision des Nations Unies. La revendication et les conseillers diplomatiques sénégalais réunis au sein de l'Union des conseillers aux affaires étrangères du Sénégal. Ils ont mis sur pied une plateforme d'échange intitulée Agora Diplomatique. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, a procédé au lancement. Fantabachi. De hauts fonctionnaires diplomatiques pour un débat de fond sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les conseillers aux affaires étrangères remettent à l'ordre du jour la question de la réforme des chartes régissant l'organe onusienne. Réforme relative à l'augmentation du nombre de sièges permanents et à une plus grande représentativité de l'Afrique. Nous sommes le seul continent qui n'est pas représenté au sein du Conseil de sécurité avec un siège permanent, avec droit de veto. Ce qui fait qu'il y a là une injustice historique qu'il convient de corriger. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'Afrique, bien entendu, sur le plan géopolitique, ne doit pas être considérée simplement comme étant un spectateur. L'Afrique doit être aussi donc considérée comme étant un acteur. L'Afrique, principal théâtre des opérations de maintien de la paix, ne compte que 3 membres non permanents. L'Agora diplomatique veut aujourd'hui faire valoir les arguments africains au cercle restreint des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur le plan économique, certes, l'Afrique n'est pas très développée, mais c'est un continent de devenir.
Et de ce point de vue-là, il est important quand même que, puisque on parle régulièrement de l'Afrique 1 fois sur 3 au Conseil de sécurité, eh bien, il faut bien que l'Afrique puisse avoir son mot à dire et peser sur les décisions. Puisque, nous le savons, même si le poste de membre non permanent est intéressant, eh bien, les membres non permanents ne peuvent pas s'opposer à une décision de la même manière qu'un membre permanent avec le droit de veto. Cette plateforme d'échange se veut un creuset d'animation intellectuelle et scientifique du ministère des Affaires étrangères où des questions diplomatiques de l'heure seront débattues. La question sécuritaire se pose à tous les peuples, avec notamment le terrorisme qui a fini de faire un pied de nez aux frontières des États pour menacer tout le monde. Plus personne n'est immunisé face à ce fléau-là. La question de l'environnement qui appelle à la fois une solidarité entre les peuples et entre les générations. Les questions de santé, la question de l'eau, qui est un élément conflictogène. Concomitamment se déroule un processus irréversible d'interdépendance des États qui appelle de la part de nous autres, les diplomates, des idées, des débats, des échanges autour d'une nouvelle gouvernance du monde. L'Agora diplomatique est à sa première édition. L'instance se verra renforcée d'une institution de formation permanente au profit du personnel du ministère. La Semaine nationale de l'alphabétisation a démarré ce jeudi, cérémonie officielle à Fatick. Plusieurs problématiques autour de ce sous-secteur, apprendre et avoir accès à les activités génératrices de revenus. Ce sont là les possibilités qu'offre l'alphabétisation dans Dakar et sa banlieue. Nombreuses sont ces femmes qui ont rejoint les classes pour se former, considéré comme un levier économique. Ce système d'éducation non formel constitue une priorité pour l'État du Sénégal. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, entend donner un nouveau souffle à ce sous-secteur. C'est le dossier du jour avec Jean Dior. Le ciel peu clément n'a pas empêché ces femmes de rejoindre les classes d'alphabétisation. Nous sommes à Yeumbeul Nord. La leçon du jour porte sur la manière de faire un budget. Ici, chaque apprenante représente un groupement de femmes en activité. 34 associations se retrouvent autour d'une fédération qui a bénéficié d'une classe d'alphabétisation en 2015. Nous sommes dans une zone périurbaine où la majorité est constituée de femmes qui s'activent dans beaucoup de domaines relevant de l'économie locale. Avant de s'y impliquer, elles font la budgétisation. La facilitatrice comme l'apprenante, chacune se réjouit du système. L'apprentissage, nous est bénéfique. La plupart d'entre nous ont plus de 50 ans. Donc, si aujourd'hui nous parvenons à lire, écrire et manipuler l'ordinateur, c'est grâce à l'alphabétisation. L'école H des Parcelles Assainies abrite une classe d'alphabétisation. De 18 à 70 ans, l'ambition est de s'offrir la possibilité d'avoir un accès dans les activités génératrices de revenus tout en étant alphabétisées. Dans les 5 classes, on a eu des femmes qui font des transformations de fruits et légumes. Ici, on fait savonnerie. Il y a des femmes qui font de la teinture. Il y a d'autres qui font des céréales locales. On ouvre des comptes. Il y a un comité de gestion dans chaque classe. Celles qu'on pouvait considérer comme analphabètes sont désormais initiées au calcul, à l'alphabet et à la gestion. Ce grâce au programme d'alphabétisation dans plusieurs langues nationales. Aujourd'hui, nous avons codifié 22 langues parmi les langues qui sont parlées au Sénégal. Ceci ne fait qu'enrichir, si vous voulez, le développement du pays. Face à un taux d'analphabétisme touchant les 54%, l'État a très tôt compris l'impact de l'alphabétisation dans le développement économique, une vision politique qui s'articule autour de 4 axes. Quand vous identifiez la demande, premier axe. Deuxième axe, pour répondre à la demande, vous diversifiez l'offre et vous diversifiez le partenariat. Troisième axe, vous mobilisez des ressources conséquentes de l'État, des partenaires, des collectivités locales, des ménages. Le quatrième axe maintenant, c'est vraiment une bonne gouvernance de tout cela.
Donc une gestion transparente, une gestion inclusive qui implique tout le monde. En dépit des efforts consentis dans les programmes conjoints pour développer cette éducation de base, le Sénégal reste sur la liste des pays sous pression. Il y a d'abord un problème de financement, parce qu'il y a des projets qui sont là. Si ces projets trouvent un financement réel, je pense qu'on pourrait vraiment décoller. Le Sénégal va recevoir, dans le cadre du programme national d'éducation de base des jeunes et adultes analphabètes, le prix Confucius UNESCO 2016 pour l'alphabétisation. Malgré les faibles ressources, l'offre du programme d'éducation non formelle est diversifiée. Une façon de réduire le taux d'analphabètes, mais aussi de promouvoir les langues nationales. Nous reviendrons sur la cérémonie officielle, justement, qui s'est tenue à Fatick. Les voitures 4x4 et les camions destinés à la pharmacie nationale d'approvisionnement et divers autres matériels médicaux. C'est l'important appui de UNFPA au ministère de la Santé, d'une valeur estimée à quelques 500 millions de francs CFA. Ces équipements vont améliorer la santé de la reproduction et sécuriser davantage la chaîne de distribution des médicaments. Oumar Tiawa. La logistique est un élément essentiel d'un système de santé. Les moyens roulants permettent de vaincre les distances et de se rapprocher de populations isolées. Ce que nous voulons, c'est permettre à toutes les structures de santé et à toutes les populations d'avoir accès aux médicaments de qualité et partout où ces populations se trouvent. C'est pour ça que cette stratégie a été mise en œuvre et aujourd'hui, je pense que nous avons fait un grand pas. De grands pas qui renforcent le pouvoir de la pharmacie nationale de se projeter et de distribuer des médicaments de qualité partout. Leur disponibilité est aussi une solution pour assécher le circuit parallèle. Cela permet aux populations de pouvoir aller là où les médicaments de qualité existent. Et donc c'est aussi votre contribution pour la lutte contre les médicaments de la rue. Nous avons eu une campagne récemment. Le donateur de ce matériel est l'Agence des Nations Unies chargée des questions de population. UNFPA offre aussi un appui technique et financier pour améliorer la santé de la reproduction. Rendre disponibles les produits de santé pour la reproduction et les produits essentiels pour sauver la vie des mères et des nouveau-nés est donc l'une des stratégies pour réduire la mortalité maternelle, facteur essentiel pour la réalisation du dividende démographique. Nous ne pouvons plus accepter qu'au Sénégal, chaque jour, 4 femmes meurent des complications de la grossesse et de l'accouchement. Tirer profit du dividende démographique, en faire un atout, c'est possible à certaines conditions. Pour l'instant, il y a encore du travail dans beaucoup de zones insoupçonnées. Nous avons encore des postes de santé ou même des cases de santé où vous n'avez pas de table d'accouchement. Des structures où le matériel n'est pas disponible. Et donc, chaque fois qu'on nous apporte quelque chose qui va dans le sens de l'amélioration des équipements et donc de l'accueil des personnes, on ne peut que vous remercier. La question de la maintenance des équipements médicaux a été abordée par le ministre. Professeur Aomari Kolsek a exhorté les personnels à faire bon usage du matériel pour qu'ils vivent et fassent vivre le plus longtemps possible. La société Locafrique se déploie dans la vallée du fleuve Sénégal. Plus de 40 moissonneuses et 80 tracteurs ont été distribués aux exploitants agricoles avec le système de crédit bail mis en place. Hamidou Diop. L'objectif d'autosuffisance en riz visé par les autorités sénégalaises demande l'implication du secteur privé. Carrefour Automobile a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État et s'est engagé à mettre à la disposition des producteurs dans la vallée du fleuve sénégalaise d'engins agricoles. 45 moissonneuses, 80 tracteurs et une soixantaine d'offsets ont été importés en fin d'année et mis à la disposition des producteurs. Et dans le cadre d'un partenariat public-privé, l'entreprise a répondu à la sollicitation de la SAED pour livrer dans un contexte d'urgence 13 moissonneuses batteuses New Holland en vue d'atténuer les contraintes de récolte et de pratique de la double culture. 25 offsets autoporteurs traînés avec roues de transport pour le travail du sol de la campagne hivernale sont également en cours de livraison. Cet important effort a été possible grâce à l'appui de Locafrique, la première institution de crédit bail au Sénégal qui a financé plus de 98% des équipements destinés aux producteurs. À l'entame, nous avons anticipé et mobilisé des fonds très importants, notamment une
à peu près 7 milliards de francs CFA que nous avons investis dans le matériel agricole. Et nous avons pris la responsabilité sur nous de stocker ce matériel agricole. C'est une cinquantaine de moissonneuses batteuses et une centaine de tracteurs équipés d'offsets, de charrues, de bionneuses et de remorques. La présence de Carrefour Automobile et son accompagnement sont salués par les producteurs de riz dans la vallée du fleuve Sénégal. jafe-jafe amoon na waaye mi ngi wàññi ko ndax ñu mel ne Carrefour yàlla dogal na ay at ngi ni maa ngi liggéey ak ñoom ci wàllu tracteur ak ci moissonneuse ñoom it yàlla dogal na boobaak léegi ñu ngi ciy góorgóorlu lu baax a baax góorgóorlu rek dañ ci remercier wàllu état du Sénégal. Lok Afrique ci boppam campagne bii nu weesu ñoo Carrefour génnee nañ fi lu mat 30 moissonneuses jox ko ay nit. L'utilisation de ces engins de dernière génération demande un accompagnement et pour leur acquisition, un crédit bail est proposé aux exploitants agricoles. La rubrique économie de ce jeudi fait le point ou refait le point sur le rôle du secteur informel dans le développement de notre pays. Plus de 2 millions d'emplois créés, une part importante dans l'économie nationale. Le secteur informel participe à hauteur de 50% au PIB et reste, selon certains spécialistes, un secteur porteur de croissance. D'où ce rappel, et ça vient du chef de l'État d'Araba. Nous sommes moins de 300 000 à avoir un salaire au Sénégal, 300 400 000 en mettant le secteur privé et le secteur public. Dans tout le public, c'est 130 000 personnes. Est-ce que ce sont ces seuls 400 000 ou 350 000 salaires qui nourrissent le pays? Non. La réponse du chef de l'État se justifie par le dynamisme du secteur informel et pourtant on parle d'un taux de chômage national de 13,4 et d'une population active, c'est-à-dire celle en âge de travailler, à hauteur de 58% et beaucoup d'entre elles ne trouvent pas encore du travail. 2 200 000 emplois créés dans ce secteur. Et en termes maintenant de potentiel de création d'emplois, au-delà de ce qui est là, c'est 97%. Le secteur informel participe aussi à la création de richesses dans l'économie nationale, une participation près de la moitié. 49,5% du PIB. Mais en réalité, si on raisonne en termes de valeur absolue, c'est plus de la moitié. Le secteur informel contribue à 52,5% de la valeur absolue. C'est-à-dire que c'est la moitié de notre économie. Une dynamique économique portée par le secteur informel, d'où l'appel du chef de l'État aux entreprises. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse dans une économie de marché comme la nôtre. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois ou la richesse. Ça aussi, ça doit être indiqué. En termes de redistribution de revenus, c'est une masse salariale annuelle de près de 600 milliards de nos francs pour un secteur aussi complexe. C'est un secteur qu'on retrouve partout, dans le domaine des services, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture. C'est un secteur qui est aussi très proche, parce que qui côtoie le secteur formel. Vous êtes dans une entreprise, vous avez un emploi, mais vous êtes entouré par un système de restauration qui accompagne ces entreprises-là et ces employés. Vous êtes entouré par un système de lavage de voitures. Vous êtes entouré par un système de vente de cartes de crédit. Donc le secteur informel aujourd'hui est au cœur de notre économie et entoure à la limite même ce secteur formel-là. L'État s'efforce quotidiennement à améliorer le climat des affaires au Sénégal. Un secteur privé dynamique dans une économie. Parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et l'État aussi doit accompagner le secteur privé pour que des emplois puissent se créer. Si on considère seulement l'emploi salarié, toute cette main-d'œuvre ne peut pas être absorbée en un temps record. Aujourd'hui, les gens sont d'accord au niveau des politiques macroéconomiques. La seule poche de croissance qui existe, c'est dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Tout investissement dans ce secteur-là a des effets multiplicateurs extraordinaires en termes de création d'emplois et en termes de création de richesses. Les obstacles d'accès au financement des PME et du secteur informel vont être très vite levés. Plusieurs instruments mis en place commencent à porter leurs fruits. C'est un événement qui a une bonne valeur économique. La Tabaski, l'événement se prépare. À Matam, le marché de Ourossogui est pris d'assaut par des clients venus de toutes les localités de la région. Habits, chaussures, denrées alimentaires, chacun a ses priorités. Oumokal Somsal.
Ambiance des grands jours au marché de Ourossogui, le plus grand de la région de Matam. Au niveau des grands commerces, d'importantes quantités de produits, surtout alimentaires, sont déchargés. C'est à partir d'ici que sont approvisionnées les différentes localités de la région. Je vais livrer de l'eau, de la boisson sucrée, de l'oignon aussi. Ce marché est le plus important de la région. Les commerçants de tous les villages viennent commander ici ce dont ils ont besoin. Je suis venu chercher des produits pour ma boutique, de l'oignon, de la pomme de terre. Ici, on peut trouver tout ça. Au niveau des cantines, les marchandages vont bon train. Les clients viennent parfois de très loin. Je viens du village de Dopéré, c'est vers Canel. Je suis là depuis le matin pour chercher des habits pour mes enfants. Mais les prix sont chers. Je viens de Malandou, dans le Ferlo. J'ai pu acheter un boubou pour la fête. J'avais aussi amené des moutons que j'ai vendus. La Tabaski, moment propice pour retourner au village après une longue absence. Ces éleveurs rencontrés ont pu se procurer ce dont ils ont besoin pour la fête. J'avais voyagé, mais là je me prépare à retourner au village pour la fête. J'ai fait quelques achats parmi lesquels une ceinture, un foulard de tête. J'ai acheté des chaussures, mais aussi un boubou pour la fête, le tout à 7 000 francs. Dans ce marché, on trouve aussi des commerçants venus d'autres localités avec l'espoir d'écouler toutes leurs marchandises avant le jour J. Chaque année, je viens ici. Ça fait maintenant 17 ans. J'habite à Touba, mais là-bas, il y a beaucoup de commerçants. Je vends des habits pour enfants. Le marché de Ourossogui, point de convergence de beaucoup de Matamois qui viennent faire leur achat pour la fête de l'Eid el-Kébir, mais ils n'ont pas tous les mêmes préoccupations. Après Matam Dakar, le marché Castor grouille de monde à quelques jours de la fête de la Tabaski. On trouve un bon stock d'oignons et de pommes de terre dans les entrepôts. Le prix du sac d'oignons varie entre 7 000 et 8 000 francs CFA et celui de la pomme de terre 9 500 francs, une hausse temporaire que les clients fustigent. Les prix sont peu abordables, mais que faire? Anaïs Nyanyamane. Nous sommes au marché Castor. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, cet entrepôt est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Le prix de l'oignon varie entre 7 000 et 8 000 francs le sac. On a un bon stock de pommes de terre et d'oignons dans notre entrepôt. Pour l'oignon, le sac coûte entre 7 000, 7 500 et 8 000 francs. C'est pas stable, c'est pourquoi on l'a bloqué. Mais on a une quantité suffisante pour la fête. On vend, mais les clients viennent à compte-gouttes. Même les grossistes n'achètent pas beaucoup à cause du prix qu'on ne maîtrise pas. Mais je pense que d'ici la veille de la Tabaski, les prix vont davantage baisser, car le stock est là. De l'autre côté du dépôt, des sacs de pommes de terre sont superposés. Cette variété vient de l'étranger. Les pommes de terre nous viennent du Maroc. Le sac de 25 kg est à 9 500 francs. Tout est importé ici, même l'oignon. Et les clients se font désirer. Ce rare client venu s'approvisionner pour la fête trouve les prix un peu abordables. 3 sacs d'oignons. À 7 500 le sac. Comment vous trouvez les prix? Bon, par rapport à l'année dernière, il paraît que les prix sont un peu élevés par rapport à l'année dernière. Mais c'est abordable pour ta poche. Bon, je ne dirais pas pour ma poche, c'est abordable, mais bon, quand même, les prix sont acceptables. Le marché Castor a une bonne quantité d'oignons et de pommes de terre, mais les prix surtout de l'oignon ne sont pas fixes. Les clients espèrent que d'ici la veille de la Tabaski, les prix du sac d'oignons et de la pomme de terre seraient revus à la baisse.
histoire de permettre à toutes les bourses de s'approvisionner pour la fête. À quelques jours de la Tabaski, ce n'est pas encore le grand rush dans les salons de coiffure pour hommes. Les clients viennent timidement. Les salons dits VIP et autres salons de quartier attendent encore la veille pour faire de bons chiffres d'affaires. C'est le reportage de Elimando et Fatimata Banelva. Rue Bayeux, angle Félix Faure. Ici, les salons de coiffure VIP pour hommes ont pignon sur rue. Le cadre, le matériel et même les produits utilisés montrent qu'une clientèle triée sur le volet vient se faire une tête. En général, c'est une clientèle VIP, mais on reçoit toutes sortes de clients de tous horizons. Hommes, femmes, enfants. La clientèle, elle est très vaste. C'est une gamme très large. Pour une belle coupe, il faut casquer fort. La qualité du service et l'hygiène restent des arguments convaincants. Bon, d'abord, il y a le côté professionnalisme, parce que la coiffure, c'est un art, c'est un métier qu'on apprend. Certaines normes d'hygiène, qualité de service, même vous regardez le salon, l'équipement, le matériel, tout ça, ça joue. L'esprit ne s'explique pas par rapport au client, s'il est VIP ou pas, c'est par rapport à la qualité du service qu'on rend au client. Ça varie entre 4 000, 5 000, ça va jusqu'à 10 000 selon le type de coiffure. À côté de ces salons VIP, d'autres, moins chers et moins attrayants, rivalisent. Un espace réduit certes, un cadre moins séduisant, mais le service reste le même. Les prix, ça dépend. Ça varie entre 500 et 1000 francs. Parfois aussi, selon la satisfaction du client, on peut avoir plus. Une clientèle bien déterminée fréquente aussi ces lieux. Une coupe pour toutes les bourses. La vie ne fait pas le moine. C'est vrai qu'on peut trouver des salons qui semblent être beaucoup plus huppés, mais du point de vue de la qualité, ici je suis tellement satisfait, et comme vous le constatez, je reviens toujours. Si je n'étais pas satisfait, je ne serais pas revenu certainement. Le prix est très, très abordable, mais c'est surtout la proximité qui fait qu'effectivement on est là, plus maintenant le fait qu'on a effectivement gardé des relations quand même qui datent de 20 ans. C'est encore le train-train habituel dans ces salons de coiffure. Que cela soit chez les VIP ou dans les salons de quartier, on attend le dernier jour pour vivre une affluence. À l'heure actuelle, les esprits sont plutôt chez les tailleurs et autres vendeurs de moutons. 50 ans au service de la créativité et de la tapisserie. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès s'apprêtent à fêter leur cinquantenaire. Les préparatifs ont été lancés par la tenue d'un CRD spécial présidé par le gouverneur de Thiès. D'importantes mesures ont été prises pour une bonne organisation de cet événement qui s'inscrit sous le signe du renouveau. C'est un reportage de Cherfal. Le bébé a grandi des lueurs de son baptême en 1966 à la charpente de sa retraite. Le fleuron de l'industrie culturelle du Sénégal continue d'imposer tout son charme. Rien à voir avec des signes de vieillesse qui peuvent bien être visibles et perfectibles quand on s'apprête à souffler 50 bougies. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs qui gardent ainsi toute leur splendeur, préparent activement 50 années d'existence au service de la production artistique et du développement des industries culturelles et créatives en Afrique. À travers cette commémoration, nous voulons qu'on fasse la situation des manufactures. Quel était le projet au départ lorsque le président Léopold Sédar Senghor venait ici avec le président Modibo Keïta pour inaugurer les manufactures? Le projet a évolué et a vécu 50 ans. Alors, au cours de ces 50 ans, qu'est-ce qui a été fait? Dès le départ, le projet, c'était de contribuer au rayonnement artistique du Sénégal et de promouvoir l'art africain en général et l'art sénégalais en particulier. Le CRD spécial tenu à cet effet a balisé la voie du cinquantenaire prévu le 4 décembre prochain. Nous avons mis en place 5 commissions qui vont travailler chacune dans son domaine avec vraiment des attributions très claires pour que véritablement à la date échue que nous soyons totalement prêts et qu'il n'y ait aucune véritablement difficulté majeure pour organiser ce cinquantenaire. Ce CRD s'est aussi longuement penché sur le rôle que les MSAD ont toujours joué dans le rayonnement culturel et diplomatique de notre pays à l'étranger. Les manufactures qui vont étaler toute leur gamme de production tout au long de ces commémorations
s'inscrivent dans le sillage de la directive du président de la République, à savoir un service, une tapisserie, d'où la mobilisation constatée. Cette attente que nous avons de la directive qui fait que les ministères sont en train de procéder à des commandes. Alors nous pensons que les manufactures actuellement, au-delà de ces 50 ans, vont se projeter vers l'avenir pour que le Sénégal rayonne davantage artistiquement à travers cette industrie culturelle et créative. Des anciens directeurs comme Alioune Badiane, l'écrivain Alioune Badara Bey, des retraités, des artistes ainsi que la société civile qui ont pris part à ce CRD ont salué ce devoir de mémoire et promis de ne rien ménager pour une participation de qualité aux activités. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs méritent ce sursaut. Ne frissonnez surtout pas, gardez votre calme. Des lions qui posent tranquillement avec des humains. L'image semble invraisemblable et pourtant c'est la réalité et c'est au parc national du Delta du Saloum que cela se passe, dans la fameuse réserve animalière de Fatala. Dans cette partie de Toubacouta, la marche avec les lions est devenue une aventure qui fait courir de nombreux touristes sénégalais comme étrangers. Découverte de cette réserve dans Couleurs du Sénégal avec Aram Dawa. 2 lions prêts à marcher avec vous, sans laisse ni collier, tels des animaux domestiques. Petit briefing avant de vivre cette aventure exceptionnelle. Ne pas paniquer, ne pas s'agenouiller devant eux, s'en tenir aux instructions des dresseurs. Et plus important encore, ne jamais se séparer de ce bâton, car vous l'avez, vous êtes le boss, comme dit Mamadou, le dompteur. Ils ont été dressés avec ce bâton depuis tout petit. Ils vous respectent quand vous le tenez. On demande aussi à tout le monde de se mettre derrière les lions quand on marche. Ces animaux viennent d'Afrique du Sud. Ils avaient 3 mois à leur arrivée et le régime était fait de lait et d'œufs jusqu'à leur sévrage à 6 mois. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à leur donner de la viande. Vous voyez, Massaï est rassasié. C'est pourquoi il a l'air fatigué. Il peut dormir jusqu'à 20 heures par jour, comme tous les lions mâles. Massaï, l'un des mâles dominants de la réserve, 170 kilos. À ses côtés pour cette balade, Kalela, la femelle, 140 kilos. Ils sont 5 au total, 2 mâles, 3 femelles. Aux ordres de Mamadou et de ses collègues dresseurs. On a appris ici même le dressage. Nous avons eu 1 an et 6 mois de formation dispensée par des Sud-Africains. On sort les lions chaque jour, matin et soir. Avant, on sortait tous les 5 en même temps, mais là, ils ont pris de l'âge. Inimaginable et exceptionnel, cette marche avec les lions a conféré à la réserve de Fatala une notoriété qui dépasse les frontières africaines. Chaque jour, c'est près de 8 groupes de touristes qui posent aux côtés de ces majestueux prédateurs, avec le sentiment d'avoir accompli un rêve fou. Ils sont très impressionnants, de grands animaux qui fascinent. Je viens de Barcelone et c'est une grande expérience avec les enfants. On s'en souviendra pendant longtemps. C'est une grande expérience pour moi. J'attendais ce jour depuis longtemps. Et là, c'est que du bonheur. C'est exceptionnel. Un grand jour que je n'oublierai jamais. Du haut de leurs 4 ans, ces lions restent incontestablement les stars de cette réserve animalière de 6000 hectares où on trouve bien d'autres animaux et un lodge à l'architecture sud-africaine. La réserve, logée au cœur du parc national du Delta du Saloum, est un partenariat public-privé tenu par des Sud-Africains. Les 45 minutes de marche avec les lions qu'ils proposent restent mémorables pour tous ceux qui ont fait le déplacement.
Il faut être reporter ou téléspectateur de la RTS, sinon aimer le Sénégal pour vivre tout cela. Couleur du Sénégal traverse l'océan Atlantique pour débarquer dans une île colorée, mais qui rappelle une page de l'histoire de l'humanité assez douloureuse. Gorée et sa maison des esclaves, ses 1500 habitants, restent une destination incontournable. Plusieurs personnalités du monde ont visité l'île Mémoire, un petit bout de terre découvert en 444. Anne-Marie Gomis. Gorée, l'île à la longue page d'histoire. Une histoire qui débute en 1444, année de la découverte de l'endroit par un marin portugais, le commandant Denis Diaz. Il le baptisa Palma. Depuis lors, que de noms lui sont attribués. Avant qu'on les appelait nom de Gorée, on les appelait Ber. Ber, c'est un arbre quoi. Après, les Français ils sont venus donner le nom de Goudret. Après, notre parent là, ils sont venus donner le nom de Gorée. Gorée, c'est à Wolof. C'est un sérieux quoi. Situé le long de la baie de Dakar, sur 900 mètres de long, 300 mètres de large, Gorée, l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale. Une population de plus de 1500 habitants, à majorité musulmane. Ici, on a la chance de vivre le dialogue islamo-chrétien. Nous vivons en parfaite harmonie. On ne fait pas la différence entre un musulman et un chrétien. Autre fait marquant, la propreté de l'île. Sur la gestion du traitement des ordures, donc il y a environ une trentaine de jeunes déjà qui travaillent au niveau de la mairie et qui matin et soir nettoient l'île. Nous avons subi il y a de cela un an donc la houle de fond marine et ça a grandement affecté le littoral de Gorée grâce notamment à la présidence qui a réhabilité les 2 lieux de culte, mais en cela il faut ajouter également des partenaires qui nous ont aidés à mettre une digue de protection. Autre difficulté de l'île, l'éclairage public. Le câble marin qui alimente l'île en électricité est défectueux. Jusqu'au moment où je vous parle, l'île est alimentée par 2 groupes électrogènes. Même si au demeurant l'éclairage, le réseau est réhabilité, il reste et demeure ce problème d'alimentation en électricité. Le tourisme, l'activité phare de l'île, bat de l'aile. Dans le passé, le tourisme marchait très bien, mais ces derniers temps, ça ne marche pas. C'est un problème qui dépasse nos frontières. À Gorée, on y vient tout d'abord pour replonger la traite négrière, cette page sombre de l'humanité, une période qui a duré plus de 3 siècles. La maison des esclaves, passage incontournable. Il est le symbole de la déportation du peuple noir. Vous savez, par la traite négrière, des millions et des millions d'Africains ont été arrachés à leur sol natal, transportés vers le Nouveau Monde, parce que les Européens venaient de découvrir ce Nouveau Monde-là. Et en découvrant ce monde-là, ils avaient compris qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent. Il y avait d'immenses potentialités agricoles et minières qu'il fallait exploiter, mais dont l'exploitation nécessitait une main-d'œuvre. La maison des esclaves pouvait accueillir jusqu'à 200 malheureux captifs, dont 15 à 20 par cellule, dans des conditions atroces, tout cela à quelques mètres de la porte du non-retour. C'est par cette porte que les esclaves avaient été sortis pour être embarqués dans les bateaux et transportés vers les États-Unis où ils ne revenaient plus jamais. Entre 1536 et 1848, 15 à 20 millions d'esclaves ont transité ici à Gorée pour les Amériques. 6 millions d'entre eux sont morts de privation et de mauvais traitements. C'est très émouvant. Je pense que tout le monde devrait venir ici, que ce soit les Européens, les Américains, même les Africains. Ce que j'ai vu à l'intérieur est entré dans mes entrailles. C'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui notre histoire. Autre endroit à visiter, le fort Saint-Michel, un des 3 que compte Gorée, logé au quartier Castel. Cette fort-là, on l'appelait fort Saint-Michel. Il a 36 mètres la hauteur, 52 cm. Cette canot-là, c'est Pétain qui l'a amené ici en date de 1906. En 1907 qu'on a inauguré cette fort-là. C'est pour faire protéger les 3 communes comme Dakar, Gorée, Rufisque. Le tout conçu, écrit et archivé au musée historique du Sénégal, qui garde jalousement toute une histoire.